Moi, c'est Billy, un passionné de Tool Watch qui a créé Bebe Gear, une marque de montres-outils assemblée en France. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un matériau qui dévise énormément et que le marketing essaie de nous vendre comme le summum de l'authenticité, c'est le bronze. Depuis quelques années, toutes les marques s'y mettent, de la petite micro-marque jusqu'au géant du luxe comme Tudor, Omega, IWC et Panerai. Ils ont tous leur modèle en bronze. On nous vend ça comme un matériau vivant, on nous dit que la montre va se patiner, qu'elle va changer de couleur avec le temps, qu'elle sera unique, qu'elle racontera votre histoire et dit comme ça, c'est vrai que c'est poétique. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'acheter une montre en bronze en 2026 ou est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de nous refourguer à prix d'or une antiquité technologique qui est techniquement inférieure à l'acier sur absolument tous les points? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez si vous êtes fait pour le bronze ou pas parce qu'il a des qualités mais il a aussi des défauts. On va parler de chimie pour comprendre pourquoi ces montres se patinent. On va parler de métallurgie pour voir si techniquement le bronze vaut vraiment son prix ou si c'est juste une grosse blague marketing et surtout on va voir quel alliage de bronze il faut privilégier en fonction de ce que vous voulez exactement puisqu'on a plusieurs types de bronze et ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Alors déjà avant de savoir si c'est bien ou pas, le bronze il faut qu'on soit clair sur ce qu'on a entre les mains. Le terme bronze dans le langage courant, c'est un mot un peu valise. C'est comme quand on dit acier, quand on dit ma montre est en bronze, techniquement, ça ne veut pas dire grand-chose si on ne précise pas l'alliage exact. Parce que le bronze, c'est pas un élément chimique pur comme on trouve dans le tableau périodique, comme le titane, l'or ou le platine. Là, le bronze, c'est un mélange de plusieurs éléments. Historiquement et chimiquement, la définition stricte du bronze, c'est un alliage majoritairement composé de cuivre Cu avec de l'étain Sn comme additif principal. C'est la recette millénaire, celle de l'âge du bronze, celle qui a permis à l'humanité de fondre des épées, des boucliers, des canons et même des statues. Le cuivre tout seul, vous le savez sûrement, c'est mou et du coup on a ajouté de l'étain pour venir durcir la structure cristalline du cuivre pour en faire un métal utilisable pour faire des objets plus robustes comme les montres. Mais par contre, c'est là que les arnaques commencent. Il ne faut pas confondre le bronze avec le laiton, puisque le laiton, c'est aussi à base de cuivre, mais cette fois, il est mélangé avec du zinc. Le laiton, c'est ce qu'on utilise pour les instruments de musique, les trompettes, les saxophones, etc. Et aussi pour les douilles de munitions, par exemple. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que visuellement, quand c'est neuf, ça se ressemble beaucoup. En gros, quand c'est entretenu, c'est voilà, c'est un peu jaune et ça brille. Mais techniquement, ces deux alliages n'ont rien à voir. Le laiton, il est beaucoup moins cher à produire que le bronze. Et surtout, le laiton résiste très mal à l'eau de mer. Si vous plongez avec une montre en laiton, par exemple, vous risquez un phénomène qui s'appelle la dézinquification. L'eau salée va littéralement manger le zinc de l'alliage. Le zinc part dans l'eau et il ne reste que le cuivre sous forme de structure poreuse du coup. Et souvent quand vous achetez une montre pas chère, soi-disant en bronze, par exemple sur AliExpress, eh ben, ça peut tout à fait être du laiton. Alors qu'au contraire, le bronze, lui, c'est un métal marin par excellence, donc c'est tout l'inverse. Mais même dans les bronzes, on a plusieurs alliages plus ou moins bien et dans l'industrie horlogère sérieuse, on ne trouve quasiment que deux grandes familles de bronze et c'est crucial de comprendre la différence entre les deux car ils n'ont pas du tout la même couleur ni le même comportement dans le temps. Le CU-SN8, le bronze rouge ou phosphore bronze, c'est le standard des puristes, c'est celui utilisé par Panerai pour sa célèbre Bronzo PAM 382 ou par Oris pour ses Bicron Pointer DAT. Sa composition est dans le nom, donc du cuivre CU et 8% d'étain, symbole SN. On ajoute une pincée de phosphore pour désoxyder le mélange lors de la fonte et améliorer la fluidité, d'où le nom phosphore bronze.
Visuellement, quand vous sortez la montre de la boîte, elle est presque rose en fait, c'est très chaud comme teinte pour ce bronze. Ça rappelle vraiment les vieux scaphandres et chimiquement, c'est un aimant à patine entre guillemets. Il est hyper actif en fait. Dès qu'il touche l'air ou l'humidité, il commence à changer. C'est lui qui va vous donner ces teintes brun foncé, marron chocolat, voire vert de gris très marqué si vous le maltraitez. En fait, si vous voulez une montre qui a l'air d'avoir passé 100 ans sous l'eau au bout de 2 mois, c'est ce bronze-là qu'il vous faut, donc du CUSN 8. Ensuite, on a le bronze aluminium ou Cupro aluminium ou CUAL. C'est le choix de la modernité et de la stabilité. C'est celui utilisé par Tudor pour sa Black Bay bronze, par exemple. Ici, on remplace l'étain par de l'aluminium et on ajoute souvent un peu de fer et de nickel pour une meilleure structure. Visuellement, c'est le jour et la nuit. L'aluminium bronze est jaune pâle, doré. Il ressemble beaucoup plus à de l'or jaune 18 carats, un peu terne plutôt qu'à du cuivre rouge. Son gros avantage technique, c'est qu'il est beaucoup plus stable. L'aluminium en surface forme une couche d'alumine Al2O3. En fait, c'est une céramique transparente très fine qui freine l'oxydation. Donc une Tudor en bronze va mettre beaucoup plus de temps à patiner qu'une Oris par exemple. Elle ne deviendra jamais comme une épave brune et verte en 3 semaines. Elle va ternir très doucement, devenir un peu mate, un peu kaki à la limite, mais elle restera propre entre guillemets. C'est un bronze plus civilisé, on va dire. Un point qu'on oublie souvent avant d'acheter une montre en bronze, c'est la densité. Le bronze est environ 10% plus lourd que l'acier et 2 fois plus lourd que le titane. Sur une grosse montre de plongée 44 mm ou 47 mm, comme une Panerai par exemple, ça fera une différence énorme au poignet. Donc c'est vraiment un paramètre à prendre en compte pour le confort au quotidien. C'est un matériau qui est dense, massif, on sent qu'on a quelque chose au poignet et ça peut être un avantage pour ceux qui aiment vraiment sentir leur montre, mais c'est un inconvénient pour ceux qui privilégient le confort et la légèreté, ceux qui préfèrent oublier qu'ils ont une montre au poignet, quoi. Maintenant, on va parler de la patine puisque c'est l'argument numéro 1. C'est pour ça qu'on achète une montre en bronze en général, pour cette fameuse patine. Le marketing, on le répète en boucle, votre montre sera unique, elle va vivre, elle va refléter votre style de vie. Elle va se bonifier comme un bon vin même. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment quand une montre se patine? En fait, la patine, c'est de la corrosion tout simplement. C'est le métal qui se fait attaquer par son environnement. C'est une détérioration de la surface, sauf que contrairement à la rouille sur le fer qui est poreuse, qui gonfle et qui détruit le métal jusqu'au cœur, la patine du bronze, elle, est en fait une couche protectrice. C'est ce qu'on appelle la passivation. Donc c'est comme pour le titane, sauf qu'ici la couche elle est visible et plus épaisse. Quand vous recevez votre montre en bronze neuve, elle brille normalement, c'est du métal nu, des atomes de cuivre et d'étain. Dès qu'elle touche l'air, la première réaction commence, le cuivre réagit avec le dioxygène de l'air et ça forme de l'oxyde de cuivre. Au tout début, c'est souvent de la cuprite, Cu2O, qui est rougeâtre rose, c'est pour ça que la montre rougit un peu les premiers jours des fois. Et ensuite, avec plus d'oxygène, ça devient de la ténorite, CuO, qui est brun foncé ou noir. C'est cette couche de ténorite qui donne l'aspect vieux bronze marron chocolat. C'est la réaction entre guillemets saine et normale. Cette couche elle est dure, stable et elle isole le métal en dessous. Une fois qu'elle est là, l'oxygène ne peut plus du tout toucher le cuivre qui est frais et la corrosion s'arrête presque. La montre est en fait protégée par sa propre oxydation. Mais on a tous vu des photos de montres avec des dépôts verts, bleus, même turquoise des fois, un peu croûteux, un peu moisis en fait dans les angles. Et ça, c'est pas juste de l'oxyde de cuivre, c'est ce qu'on appelle le verre de gris. Et là, la chimie devient beaucoup plus complexe et dépend de votre environnement. Pour avoir du verre, il faut d'autres ingrédients que de l'oxygène. Il faut des polluants ou des sels. Pour le sulfate de cuivre, par exemple, vous l'obtenez si vous vivez dans une grande ville polluée. L'air contient du dioxyde de soufre à cause des gaz d'échappement. Le cuivre réagit avec ce soufre pour faire des sulfates vert sombre.
En gros, votre montre devient verte parce que l'air que vous respirez est sale. Ensuite, il y a le chlorure de cuivre qui se forme avec le sel NaCl. Et si vous allez à la mer ou que vous transpirez beaucoup, parce que je rappelle que la sueur c'est de l'eau salée en fait, et ben les ions chlore attaquent le cuivre. C'est ça qui donne ces teintes vert vif, parfois un peu poudreuses ou turquoise. C'est la signature des montres de plongeurs ou des gens qui transpirent beaucoup et qui rincent pas leur montre. Ça, c'est pas super, c'est une forme de corrosion beaucoup plus agressive que la simple patine décorative. Et par contre, pour finir, on a le carbonate de cuivre qui est la réaction avec le CO2. Et l'humidité de l'air, c'est le verre noble qu'on voit sur les toits de Paris, sur l'Opéra Garnier ou sur la Statue de la Liberté. Puisque oui, la Statue de la Liberté est en cuivre et elle est devenue verte petit à petit à cause de cette réaction justement. Donc quand une marque vous dit la patine reflète votre vie, bah, finalement c'est scientifiquement vrai. Si votre montre est marron, vous êtes sédentaire. Si elle est vert foncé, vous vivez dans la pollution. Si elle est vert fluo avec des croûtes, vous transpirez de l'acide et vous ne la lavez pas. C'est littéralement une couche de sel, de polluants ou de produits de réaction chimique qui s'accumulent sur votre poignet. Par contre, si vous voulez le look épave avec des couleurs changeantes, le bronze alu va vous décevoir. C'est plutôt le bronze de ceux qui veulent l'aspect du bronze sans le chaos de la corrosion. Vous aurez quand même une montre qui vieillit, mais plus lentement et jamais autant que le bronze éteint. Donc il faut vraiment savoir distinguer la bonne patine de la maladie du bronze. La patine classique, c'est stable, alors que la maladie du bronze, c'est un processus cyclique et destructeur causé par les chlorures de sel en présence d'humidité. Si du chlorure cuivreux se forme en profondeur et qu'il y a de l'humidité, il va réagir pour former de l'acide chlorhydrique. Cet acide va attaquer le métal sain qui est en dessous, ça va créer encore plus de chlorure qui va refaire du coup de l'acide chlorhydrique et en fait voilà, c'est comme ça une boucle infinie. Et ce phénomène en fait ça se manifeste par une poudre vert clair qui s'effrite. Et si vous grattez, bah, ça revient le lendemain. Et en dessous, en fait, ça creuse des trous dans le boîtier et ça peut complètement traverser le métal si on laisse faire ça pendant plusieurs années. Ça, en fait, c'est le cancer du bronze. Sur une montre moderne de qualité, normalement, ça n'arrivera pas si vous rincez votre montre à l'eau douce après l'avoir plongée dans la mer. Mais sur des alliages un peu douteux ou si vous laissez votre montre pleine de sel sécher dans un tiroir humide pendant plusieurs mois, vous pouvez littéralement retrouver votre boîtier rongé et évidemment, bah, c'est irréversible. L'autre grand classique, c'est le tatouage temporaire que le bronze peut vous faire. Vous portez votre montre en bronze toute la journée, il fait chaud, vous transpirez, vous l'enlevez le soir et vous avez un magnifique bracelet vert sur la peau. C'est simplement en fait le transfert des sels de cuivre sur votre peau. La sueur, elle est acide, elle dissout une partie de la patine et ça crée une solution verte qui sèche sur la peau. Alors honnêtement, c'est pas vraiment grave, ça part au savon, c'est pas non plus toxique puisque le cuivre n'est pas absorbé par la peau en quantité dangereuse, mais évidemment, il faudra pas lécher votre poignet. Par contre, c'est vraiment salissant, ça peut tacher vos vêtements, donc si vous portez des chemises blanches, le frottement avec le boîtier oxydé va laisser des traces vertes ou noires sur le tissu. Et sur du coton blanc, c'est très difficile à faire partir. Puisque les sels de cuivre sont d'excellents pigments. D'ailleurs, on s'en servait pour la peinture au Moyen-Âge. Et c'est exactement pour cette raison que 99% des montres en bronze ont un fond de boîte en acier inoxydable ou en titane. Le fond de boîte est la zone en fait qui est plaquée contre votre peau, donc en le faisant dans un métal plus neutre, on limite le contact direct bronze-peau et on réduit ce problème de poignet vert. Par contre, les côtés du boîtier, le bracelet et les cordes toucheront toujours votre peau, donc vous aurez forcément ces taches, surtout par forte chaleur. Ensuite, il faut qu'on parle de la solidité du bronze, même si on faisait des canons avec. Ce qui nous intéresse surtout en horlogerie, c'est sa dureté pour mesurer sa résistance aux rayures. Et là, c'est un peu compliqué puisque ça dépend énormément des alliages et de leur pureté, mais en général, un bronze éteint sera un peu moins dur qu'un acier 316L, qui est le standard en horlogerie. Et par contre, le bronze aluminium, en fonction de sa composition, il peut être plus dur que de l'acier, donc mieux résister aux rayures.
Mais comme je vous ai dit, la fourchette, elle est assez large, donc c'est compliqué à savoir sans faire des vrais tests sur chaque montre. Mais en gros, c'est kiff-kiff avec l'acier inoxydable, on va dire. Et au final, même si on a des rayures, c'est moins grave que sur une autre montre, puisque dans tous les cas, une montre en bronze perd assez rapidement son état neuf. Et en plus, la patine va un peu camoufler les rayures. Et puis, en général, c'est voilà, des montres de baroudeur. Maintenant, on va parler d'un point qui me tient à cœur, puisqu'on lit beaucoup de bêtises sur les forums ou même dans les dossiers de presse. Peut-être qu'on vous a déjà expliqué que la Panerai Bronzo PAM 382 de 2011 est la montre qui a tout inventé. La première montre en bronze de luxe, mais c'est faux. Même si effectivement Panerai a eu le génie de relancer la mode, c'est indiscutable, mais ils n'ont rien inventé à la base. Le vrai père de la montre en bronze de luxe, c'est Gerald Genta, le même génie qui a dessiné la Royal Oak pour Audemars Piguet et la Nautilus pour Patek Philippe. En 1984, il sort la Jessica Safari et l'histoire est vraiment cool. En fait, Genta a été approché par 3 chasseurs de gros gibier. Ces chasseurs avaient un problème concret en Afrique, sous le soleil de la savane en fait. Leur montre en acier ou en or brillait trop, les reflets du soleil sur le boîtier alertaient les animaux comme les lions, les éléphants à des centaines de mètres et du coup ils ont demandé à Genta une montre mate, furtive et surtout qui ne brille pas. Du coup il a réfléchi à ça et il a eu l'idée du bronze justement parce que le bronze s'oxyde naturellement, il devient brun, mat, terne et ne réfléchit plus du tout la lumière quand il a bien vieilli. C'était la première montre tactique par oxydation naturelle et c'était en plus un choix purement fonctionnel. Donc rendons à César ce qui appartient à César. Ensuite, on va parler d'un truc plutôt cool avec le bronze, c'est qu'on peut enlever cette patine très facilement en fait. Si un jour vous en avez marre de cet aspect vieillot sur votre montre, que vous la trouvez sale et que vous voulez retrouver l'éclat du neuf, c'est possible et en plus c'est super facile. Pas besoin de machine ou de produit chimique spécial. Il vous suffit de tremper votre montre 15 minutes dans du jus de citron, vous brossez un peu avec une brosse à dents à poil doux et la patine va disparaître instantanément. La montre elle ressort rose pour le bronze éther ou doré pour le bronze aluminium et elle va reprendre vraiment toute sa brillance comme au premier jour. Vous pouvez aussi faire l'inverse et accélérer la patine. Vous mettez votre montre dans un sac avec un œuf dur écrasé. L'œuf dégage du soufre qui va du coup attaquer le bronze et le noircir. En une nuit, vous avez une montre patinée. Après, il y a plein d'autres techniques avec d'autres produits, mais ça voilà, c'est les plus simples. Personnellement, moi je trouve que la laisser se patiner naturellement, c'est le mieux quand même. Alors au final, est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'acheter une montre en bronze? Moi je pense que c'est une mauvaise idée et que vous allez regretter votre achat si vous êtes maniaque, si vous aimez les montres propres, toujours nickel, le bronze va sûrement vous rendre fou. Il sera toujours un peu sale, terne, taché. C'est aussi une mauvaise idée si vous portez des chemises blanches, comme j'ai dit. Le risque de taches vertes sur la chemise est vraiment réel. Moi, je dirais qu'il faut éviter de les porter en fait avec un costume ou alors c'est en connaissance de cause. Et en troisième, si vous cherchez la performance pure, l'acier inoxydable ou le titane sont techniquement meilleurs sur tous les aspects. Par contre, c'est une bonne idée d'acheter une montre en bronze d'après moi. Si vous cherchez de l'émotion et du caractère, une montre en bronze a une chaleur visuelle incroyable comparée à l'acier qui paraît froid à côté. C'est aussi une bonne idée si vous voulez un objet qui vit, voir sa montre changer de couleur jour après jour, voir apparaître une trace verte après des vacances à la mer, c'est une expérience. Elle garde les traces de votre vie, c'est un peu comme un journal de bord métallique on va dire. Et enfin, je vous conseille une montre en bronze si vous aimez l'aspect tool watch brut. Le bronze patiné, il brille pas, il est discret, il est mat, ça fait baroudeur industriel, c'est un peu le matériau anti bling bling. Voilà, en tout cas pour moi ça ne doit pas être votre seule montre, c'est la montre du week-end ou peut-être des vacances, la montre fun en fait de votre rotation, mais pour une daily je reste convaincu que l'acier ou le titane sont des choix beaucoup plus rationnels et confortables. En fait c'est un peu comme avoir une vieille veste en cuir qui se patine, c'est pas parfait, c'est lourd, ça demande de l'entretien, mais on peut dire que ça a une âme que les objets modernes n'ont en général pas, même si j'aime pas trop le mot âme puisque aucun objet n'a
la dame, mais vous avez compris ce que je voulais dire. En tout cas, j'espère que vous verrez plus clair sur le bronze en général et dans l'horlogerie. N'hésitez pas à visiter la boutique Braxen si vous cherchez un bracelet de meilleure qualité pour votre montre. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.